mesdames et messieurs, et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième de la semaine. On est le mardi 9 janvier 2024. On est ensemble en direct avec vous sur Canal Algérie jusqu'à 11h30. Et aujourd'hui dans l'émission, nous parlons des grands-parents et de leur importance dans l'éducation des tout-petits. Le thème qu'on vous propose aujourd'hui, grands-parents, un lien intergénérationnel. Ça, c'est pour le côté débat. Côté rubrique, aujourd'hui, nous accueillons un nouveau membre dans la famille de Ma famille, ma vie. Il va nous parler de nutrition. Mohamed Mellek, nutritionniste, jeune nutritionniste. Il va nous parler de la vitamine D dans sa rubrique, dans sa première. Comment faire le plein de vitamine D pendant l'hiver et quand il n'y a pas de soleil. Et bien sûr, l'importance de la vitamine D pour les petits, mais aussi pour les personnes âgées. Ce sera le programme de sa rubrique. Et pour finir, bien sûr, la rubrique de Wahida Salem Sherif qui est dédiée à la Palestine. Ça sera en fin d'émission. Voilà en tout cas le programme qu'on vous propose aujourd'hui dans votre émission Ma famille, ma vie. Et ça commence après le générique. Alors, on les appelle Jeddah ou Jeddou, on les appelle aussi Baba Sido, on les appelle Yimma al-Kibira, Yimma, Yi. Et c'est grâce à eux et par eux que l'histoire de la famille s'ancre de génération en génération. Des petites aux grandes histoires, parfois des anecdotes. Mamie et papy ont un rôle primordial dans notre vie et on en parle aujourd'hui. Donc, si vous êtes grand-mère ou grand-père ou si vous avez un grand-mère ou un grand-père, qui vous a marqué, que vous voulez nous en parler, vous voulez nous poser des questions, tout simplement témoigner, nous raconter votre enfance avec vos grands-parents, n'hésitez pas à nous appeler au numéro qui s'affiche juste en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Dr Leïla Hassas. Vous êtes psychologue, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci pour l'invitation. Bonjour aux téléspectateurs. Merci. Et avec nous aussi, Madame Ibtissam Bousseri, vous êtes sociologue, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, comme d'habitude, je suis honorée d'être parmi vous. C'est un plaisir en tout cas pour nous aussi. Alors, on parle des grands-parents aussi et c'est une grande étape. On parle souvent des étapes de la vie. On parle des parents quand ils deviennent parents, des enfants quand ils grandissent, qui passent par plusieurs étapes. Et aujourd'hui, on s'intéresse à cette étape où le parent devient grand-parent. C'est pas anodin pour une personne de devenir papy ou mamie, docteur. Oui, effectivement, c'est un grand événement. Je dirais même que selon les témoignages de beaucoup de personnes qui ont vécu cette expérience, que c'est même plus marquant et plus important que quand on devient parent. Papa ou maman. Papa ou maman, absolument. Et c'est quand même... certains peuvent penser être grands-parents, c'est aller dans la vieillesse et tout. Oui. Mais on assiste de plus en plus à des grands-parents jeunes. Oui. De jeunes grands-parents et c'est vraiment un événement, je dirais, si à devenir parent est un événement heureux, devenir grand-parent est un événement très heureux. Doublement heureux, même voire plus. Ah oui, même plus, absolument, oui. On fait avec les petits-enfants ce qu'on n'a pas fait avec les enfants parce qu'on n'a pas cette responsabilité qu'ont les parents, en quelque sorte. On a la responsabilité d'être les papis-mamies gâteaux. Oui, tout à fait. Quelque part, oui. En fait, on a un peu les avantages de la parentalité, je dirais, sans les inconvénients. Voilà. Et donc, on peut gâter ses parents, ses enfants, ses petits-enfants et tout ça. Et puis, vous me faites penser à une petite anecdote, en fait, d'une mamie qui avait son petit-fils ou sa petite-fille, je ne me souviens plus. Et puis, la maman, donc Bentha, je pense qu'elle lui a fait une gâterie, puis elle dit « Maman, non, mais pourquoi tu fais ça ?» Elle dit « S'il te plaît, laisse-moi jouer mon rôle de grand-mère. » Voilà. Donc voilà, c'est de gâter les petits-enfants, c'est de jouer avec eux, mais je pense que ça va au-delà, on en parlera tout au long du débat. L'émission sur l'intergénérationnel et la communication intergénérationnelle qui est quand même très importante. C'est vrai qu'on va axer sur les grands-parents, mais j'aimerais quand même
parler de toute cette relation de l'intergénérationnel des personnes du troisième âge et des tout petits, des tout jeunes. Voilà. Des jeunes. Oui, oui. La famille algérienne a bien évolué. Les grands-parents d'aujourd'hui, ce n'est pas les grands-parents d'il y a déjà 10 ans ou 20 ans. Ils sont de plus en plus jeunes. La société algérienne a déjà muté. Absolument, la société algérienne a changé, donc je tiens à rebondir sur ce que vous avez dit justement par rapport au statut du grand-parent. Le statut du grand-père ou de la grand-mère est un statut particulier. On va changer de rôle, on va changer de statut dans la société. On n'est plus le parent responsable qui doit être un peu sévère, un peu responsable comme ça. On est vraiment le grand-parent. Et là, on a les petits-enfants. Et là, justement, on parle des grands-parents qui sont de plus en plus jeunes ou moins jeunes. Peu importe, puisque les petits-enfants sont là pour donner un souffle, un nouveau souffle aux grands-parents. Et là, on trouve des grands-parents, dès qu'ils deviennent grands-pères ou grands-mères, ils sont beaucoup plus dynamiques, ils sont impliqués. Il y a des activités qui n'existaient pas après la retraite, par exemple, mais qui deviennent de nouvelles activités. On va accompagner, par exemple, les petits-enfants au sport, on va les accompagner à l'école. On va les garder pendant les vacances pour soulager aussi les parents. Voilà, on va les garder, pendant les vacances. Et là, on va parler justement du rôle des grands-parents en tant que support pour les parents. Et ça, c'est très, très, très important. Donc, la société algérienne a changé, effectivement, Mounia. Donc, on était dans un modèle, ce qu'on appelle la famille élargie. Voilà, la famille élargie. Et là, ça a changé un peu. Pas à 1000%, mais on a ce qu'on appelle la famille nucléaire. Donc, on a un peu, et on a un peu cette idée que la famille élargie, c'est mieux que la famille nucléaire, parce qu'il y a l'enfant qui était avec les grands-parents, avec les tantes, les oncles et tout. Moi, je dis que ce changement n'est pas forcément négatif. Il peut être positif, parce que vous avez parlé des relations, de la communication, de la relation interpersonnelle entre les parents, leurs enfants et leurs petits-enfants. Donc ça, c'est important, puisque si je peux juste en parler tout de suite, c'est que parfois, quand on fait partie d'une famille nucléaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle la petite famille en fait. La petite cellule. La petite cellule familiale. Donc l'époux, l'épouse et les enfants. C'est ça la petite famille. On va peut-être avoir une relation encore plus équilibrée avec les grands-parents. Parce que le fait que les parents aient une relation équilibrée avec leurs parents va équilibrer la relation avec les petits-enfants. Donc est-ce que ça, justement, par rapport à la communication, quand ils sont entourés de leurs grands-parents, quand ils vivent avec leurs grands-parents, ils sont plus là à leur parler tous les jours, de les voir tous les jours, de partager plus de moments avec eux. Par contre, quand c'est la famille nucléaire, à ce moment-là, l'enfant n'est pas forcément tout le temps en contact avec les grands-parents. Et ça dépend aussi des liens des grands-parents avec les parents. Oui, ça. Ou si, par exemple, la fille ou le garçon qui s'est marié, peut-être s'est marié dans une autre wilaya ou dans une autre ville. Et à ce moment-là, la distance peut jouer un rôle aussi. Docteur, oui ? Oui. En fait, moi je dirais qu'il y a des avantages et des inconvénients des deux modèles. C'est vrai que le modèle, je dirais traditionnel, de ce qu'on appelle communément la famille élargie, c'est qu'il y a en fait une autre communauté, un autre modèle de communication. Si la maman est pour une raison ou une autre pas disponible, il y a toujours des substituts. Oui. Hein, il y a la grand-mère, il y a la tante, la tata qui est là, donc qui prend le rôle de la maman, qui est présente pour l'enfant. Il y a en fait il y a toujours un relais. Oui, absolument. Alors que dans le modèle de la famille moderne, donc c'est quand même une cellule, la petite cellule, le papa, le maman, les enfants, la maman pardon et les enfants. Et là aussi, ça permet quand même d'avoir ce lien qui est privilégié des parents et des enfants. Il n'y a pas d'interférence, là, par exemple, dans les pratiques éducatives. Quand on est dans la famille élargie, eh bien, la grand-mère intervient, le grand-père intervient, la tata intervient. Il faut dire que déjà, pour un couple, quand c'est le papa et la maman, ils ne sont pas toujours d'accord sur la façon dont l'idée de l'éducation qu'ils veulent apporter à leur enfant. Alors, quand c'est encore plus d'adultes tout autour, ça va un petit peu chambouler tout ça. Exact. Et donc là, au moins, mais quand c'est le papa et la maman, je dirais que dans la plupart des cas,
ça devient plus ou moins gérable. Oui. Donc ils peuvent toujours discuter entre eux, ils peuvent toujours. Mais quand c'est la grande famille, c'est un peu difficile de dire à la grand-mère, pour par exemple la belle-fille, c'est difficile pour elle de dire à la grand-mère non, je ne veux pas que mon enfant soit, que tu lui apprennes ceci ou cela. C'est donc sur le plan des pratiques éducatives, sur le plan éducationnel, il me semble que c'est plus intéressant d'être dans la famille nucléaire que les enfants aient un modèle, parce qu'en fait les enfants apprennent par modeling, donc ils aient un modèle qui n'est pas trop de modèles, et parfois c'est des modèles qui ne sont pas différents, contradictoires je dirais, mais ce qui est important à mon sens, c'est de garder le lien, c'est qu'il y ait ce lien. Ils ont ces moments de rencontre, les week-ends, les jours de fête. Donc, au lieu de la quantité, c'est plutôt primer la qualité des rencontres, de ces week-ends-là, où on a un moment exclusif avec l'enfant, où on passe un moment avec l'enfant, au lieu de passer toute sa vie. Les vacances, les fêtes familiales, les anniversaires, les jours fériés. Les papis et mamie. Oui. Donc, c'est un autre type de relation. Passer de la famille traditionnelle élargie à la cellule donc, familiale nucléaire n'est pas une rupture en fait de lien entre les seniors et les... C'est plutôt améliorer les liens pour avoir des liens de qualité. On est passé à un autre modèle de société, un autre modèle de famille et bien sûr d'autres pratiques éducatives. Exactement. Tout simplement. Et justement, revenir à la famille élargie, aujourd'hui, il y a de moins en moins de familles élargies, où on reste toujours dans... Parce qu'en ville, on trouve aussi, même si c'est dans un appartement, on trouve aussi toute une famille, la famille élargie, habitée dans un appartement. Donc, est-ce qu'il y a de moins en moins de familles élargies, ou c'est juste une impression qu'on a en réalité? C'est pour ça que je disais tout à l'heure, justement, il y a un changement, mais qui n'est pas aussi important. Oui. On n'est pas passé d'une famille élargie à une famille nucléaire. Oui. Il y a, si on veut, il y a quelque chose dans le milieu, c'est-à-dire il y a encore des personnes qui vivent avec leurs parents, surtout si les parents sont seuls, c'est l'enfant unique ou bien les autres enfants se sont mariés. Donc on a aussi ce modèle élargi. Maintenant, ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au fait que la famille nucléaire, qu'il n'y ait pas toujours ce contact. Donc toujours on va privilégier, comme vous l'avez si bien dit, la qualité. Voilà, il y a le lien qui se crée. Et puis, vous savez que quand les enfants sont proches de leurs parents, même s'ils n'habitent pas dans la même maison, il y a toujours des visites régulières. Vous savez qu'il y a des enfants qui appellent tous les jours leurs parents. Oui. Et qui, tous les jours, passent au téléphone leurs petits-enfants aux grands-parents. Voilà. Ça peut être un rituel qu'on s'installe avec les petits-enfants, dire bonne nuit à papy, mamie. Voilà, exactement. Donc vraiment, être au sein de la petite famille n'empêche réellement pas le contact et la communication. Au contraire, maintenant, même si on est éloigné géographiquement, il y a les moyens de communication qui sont très souvent gratuits. Donc il suffit d'avoir Wi-Fi à la maison, et ben on a le Viber, on a visio, le WhatsApp, on peut les voir. Mais dans tout ça, le socle, si on veut, c'est vraiment les relations interpersonnelles. Si moi, je suis proche de mes parents et que je fais en sorte que mes enfants le soient aussi, eh bien, il y aura toujours une communication. Et il y a aussi beaucoup de cas où le couple est passé de la famille de la famille élargie à la famille nucléaire, et en fait ça les a il y avait beaucoup de friction par rapport aux enfants, par rapport etc., et ça a un peu apaisé les choses. Donc vraiment, et là je vois que les enfants, c'est-à-dire ceux qui sont au milieu, vont jouer un rôle très très important d'équilibre. Et si vous permettez, Mounia, je voudrais justement parler de la relation parent-enfant, parce qu'elle joue parce que c'est très très important, tout simplement. Il y a par exemple, quand la relation est tendue entre les enfants et leurs parents. Donc les grands-parents, certains grands-parents auront tendance un peu à traiter différemment leurs petits-enfants. Ça se passe dans le subconscient. Hein. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Automatiquement, il y aura une différence, voilà, comme la différence qu'on fait entre ses enfants, on fait entre ses petits-enfants. Exactement. Oui. Et là, justement, non, il faut vraiment sensibiliser ta petite fille ou ton petit garçon, c'est ton petit garçon. Ça n'a rien à voir avec ta relation avec ton fils ou avec ta belle-fille, par exemple.
Il ne faut pas associer, on va dire, les petits couacs qu'il y a eu avec l'enfant, enfin avec le fils ou la fille, avec le petit enfant. Il faut garder la relation grands-parents-enfants plus Au contraire, saine. si il y a une relation entre grands-parents et enfants qui est saine, peut-être que ça va équilibrer par la suite l'ensemble de la famille. Très bien. Voilà. Alors, oui. Je vais ajouter à ça, puisque j'y pensais, puis vous en avez parlé, parfois, effectivement, il y a des frictions. Par exemple, la belle-fille avec la belle-famille, c'est courant, on connaît ça, et ils n'habitent pas ensemble. Et puis, j'ai rencontré comme ça des femmes qui me parlent un peu de leur relation conflictuelle avec la belle-famille et tout, mais qui me disent, oui, mais de toute façon, moi, je n'y vais pas pour éviter les problèmes, mais mon mari, il y va. Et puis, j'envoie les enfants avec lui. J'envoie les enfants pour qu'ils gardent le contact. Je l'ai constaté ces derniers temps, même avec mes patientes, et il y a cette prise de conscience au niveau chez les gens de l'importance des grands-parents et de l'importance du lien. Donc entre petits-enfants, que les petits-enfants ont besoin de leurs grands-parents. Et je dirais l'inverse aussi, j'aimerais qu'on en parle dans un petit moment, que les grands-parents ont la besoin. Communication ne se fait pas dans le sens, parce qu'on le voit souvent, transmission des grands-parents aux petits-enfants. Il y a aussi beaucoup de choses qui se passent dans l'autre sens, des petits-enfants aux grands-parents. Oui. Donc il faudrait aussi me semble qu'il serait intéressant qu'on en parle un petit peu. On va en parler dans un moment. Alors aujourd'hui, on parle de l'importance des grands-parents dans la vie des tout-petits, dans la vie de toute la famille. Donc si vous voulez nous poser des questions, si vous voulez témoigner, n'hésitez pas à nous appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Ce que je vous propose tout de suite, c'est de suivre un reportage que nous a concocté notre journaliste Lamia Bedbouda. Elle nous parle de l'importance et du rôle des grands-parents. D'accord ? Alors, reportage. Nous sommes nombreux à avoir gardé d'excellents souvenirs des moments partagés avec nos grands-parents. Figures essentielles de l'enfance, ils ont un rôle important dans la vie d'un enfant, car ils apportent une sécurité affective aux enfants par leur amour et leur bienveillance. Ils sont la mémoire de l'histoire familiale. Leur maison regorge de photos. Ils racontent les petites bêtises de papa ou de maman et ainsi ils font revivre à leurs petits-enfants leur propre enfance et celle de leurs parents, devenant un point de repère pour l'enfant qui construit son identité. Ils font découvrir aux petits-enfants des activités vintage et originales, transmettant un savoir-faire que seuls ont le secret, comme la cuisine, bricolage, pêche et jeux de société. Les papis et mamies sont les piliers de la vie familiale avec ses rituels, traditions, plats et fêtes familiales. Libérés du stress de la vie professionnelle et maîtres de leur agenda, ils prennent réellement le temps d'écouter ou de raconter des histoires aux petits-enfants et ainsi passer un temps de qualité avec eux, devenant même les confidents de ces derniers. Les grands-parents secondent les parents dans l'éducation des enfants. Ils sont là pour réunir, transmettre et être des soutiens pour leurs propres enfants et cela montre bien leur importance. Alors, passez du temps avec eux et dites-leur simplement merci. Oui. Leur dire merci et leur dire qu'on vous aime. Papy et mamie, on vous aime, on vous aime. Et voilà, et si vous voulez nous parler de vos grands-parents, ou si vous êtes grands-parents et vous voulez nous parler de cette expérience de vie que vous vivez en tant que grands-parents, parler de vos petits-enfants et ce qu'ils vous apportent, vous pouvez nous appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Beaucoup d'émotions en regardant ce petit reportage parce que ça nous plonge aussi dans notre histoire, notre propre histoire avec nos grands-parents, ils sont très importants. Et les petits-enfants apportent beaucoup aux grands-parents. Ça a été prouvé aussi scientifiquement que ça faisait beaucoup de bien à leur santé, que ce soit physique ou mentale, même par rapport aux maladies dégénérescentes. Ça reculait ou ça prévenait un petit peu ces maladies-là. Donc c'est aussi essentiel que ça soit que les petits-enfants apportent aussi du bien aux grands-parents. Oui, tout à fait, tout à fait. J'irai même plus loin. Effectivement, quand je commencerai par le dernier point, quand
papy ou mamie est atteint d'une maladie, qu'on appelle les maladies de la vieillesse, telles que la démence ou les maladies dégénératives qui sont assez fréquentes, eh bien, à ce moment-là, la personne atteinte a besoin d'être stimulée, a besoin d'être... Et avoir son petit enfant à côté qui est là, qui fait un peu de boucan, qui l'appelle, qui l'attire ou qui le tire par la main, qui lui parle, eh bien ça stimule et ça a un côté donc intéressant pour le papy ou la mamie malade. Mais cette communication, je dirais, elle va au-delà du côté bien sûr affectif, il est des deux côtés, de part et d'autre, effectivement, mais ça va au-delà parce que les grands-parents vont transmettre à leurs petits-enfants, vont leur transmettre des valeurs, une culture, mais aussi beaucoup de souvenirs, beaucoup de choses que l'enfant n'a pas vécu, sur papa, sur maman, mais aussi sur tout l'héritage de la famille. L'histoire de la famille, voilà, exactement. Transgénérationnel, pas seulement intergénérationnel. Beaucoup de choses nous sont transmises par nos grands-parents et nous transmettrons à notre tour à nos petits-enfants, mais aussi ça se fait aussi dans le sens inverse. Ne pensons pas que l'enfant est là, c'est un réceptacle et il reçoit tout ce que les parents, les grands-parents lui apportent. Lui aussi apporte des choses. Aujourd'hui, c'est l'ère de la technologie. Donc les bienfaits de la technologie, c'est que même quand ils sont à l'étranger, même quand ils sont éloignés, on peut les voir et leur parler en direct. Et les enfants très jeunes sont très familiarisés avec ces outils-là, avec Internet, avec tous les smartphones et tout ça. C'est eux qui aident papy et mamie, et même leurs parents. C'est eux qui aident leurs parents aussi à ouvrir un compte Facebook, YouTube, ce qu'on veut. C'est exactement ce que je voulais dire. Donc, ils les familiarisent avec ça. Ils leur montrent, bon, une tablette, moi, j'ai raté mon épisode de tel feuilleton. Voilà. Allez, mamie, je te montre comment tu fais. Voilà, tu fais comme ça. Et voilà, tu peux voir, et voilà. Donc, ils transmettent des choses. Ils transmettent aussi toutes les nouvelles choses de la modernité auxquelles les grands-parents n'ont pas eu accès jeunes, et donc ils ont du mal maintenant. Et donc, ça va vraiment dans les deux sens. Donc, on parle de communication intergénérationnelle. Ça va dans les deux sens. C'est, en fait, chacun donne à l'autre et reçoit. Oui. C'est vraiment give and receive. Voilà. C'est, voilà. Gagnant-gagnant, une relation gagnant-gagnant. C'est win-win. Voilà. Oui. Voilà, exactement. Win-win. Tout à fait. Alors, on remarque aussi que les grands-parents d'aujourd'hui sont de plus en plus jeunes. On a dans notre imaginaire ou dans notre tête le grand-parent ou la grand-mère, une personne âgée qui est sur son fauteuil, qui nous raconte ses histoires, qui partage des moments, qui peut-être nous dit des boucalettes, nous raconte des contes et tout ça. Mais on remarque aussi que la nouvelle génération de grands-parents sont de plus en plus jeunes. Il y a même des grands-parents qui sont toujours en train de travailler. Donc, l'image du grand-parent aussi a complètement changé. Oui. Je dirais aussi que les grands-parents sont jeunes dans leur tête. Oui. Aussi, c'est très important. C'est les petits-enfants qui ramènent une deuxième jeunesse ? Ah oui. Les petits-enfants, comme vous l'avez si bien dit, ont un rôle très très actif. Donc parfois les parents sont absents. Et les petits-enfants vont combler cette absence. Parfois, les grands-parents, par exemple, ils sont seuls à la maison. C'est les petits-enfants qui viennent passer le week-end. Ils sont là. Et en fait, comme vous l'avez si bien dit, l'apprentissage, il est dans les deux sens. Donc, il y a le grand-parent qui va transmettre. Il y a les petits-enfants qui vont apprendre de nouvelles choses aux grands-parents, sachant que les grands-parents d'aujourd'hui s'intéressent de plus en plus à la modernité, à la technologie, etc. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment un gap. C'est-à-dire, voilà, vous avez parlé en anglais, j'ai le mot, je rebondis. Il n'y a pas vraiment ce fossé maintenant entre les grands, puisque les grands-parents s'intéressent. Ils s'intéressent à la technologie, ils s'intéressent à la modernité. Ils essayent de s'adapter. Ils s'adaptent. Oui. Le fait est là, ils s'adaptent. Je dirais qu'avant, par exemple, la grand-mère, elle avait 50 ans, elle était jeune aussi, mais elle était là. Elle avait l'image de la grand-mère à la maison avec un foulard, etc. Mais ça a vraiment
vraiment changer. Et là, vraiment, je tiens à dire que les petits-enfants, s'ils sont bien encadrés, si la relation est encadrée, parce que l'encadrement, il est très, très important. L'encadrement, c'est quoi? C'est qu'en fait, le parent, il encadre la relation entre les petits-enfants et les grands-parents. Et là, ça ne peut que bien se passer. Parce que très souvent, on est un peu dans les conflits, dans les relations conflictuelles. Moi, ma petite fille, je lui donne pas de sucre, mais la grand-mère, elle lui donne du sucre. Comme on dit en arabe, voilà. Laisse-moi jouer mon rôle de grand-mère. Elle regarde la télé, laisse-la regarder la télé. Donc tout ça, ça crée quand même des petites frictions. Et là, les enfants, ils se disent, moi, je ne peux pas quand même perturber, je ne peux pas intervenir. Mais ça, c'est une erreur. Hein. On doit intervenir parce que c'est pour le bien-être de la famille, de l'enfant et des grands-parents. Mais c'est dans le sens d'encadrer la situation, d'encadrer la relation. Et qui dit encadrer, dit communiquer. On peut dire les choses, mais d'une certaine façon, sans brusquer, sans blesser. On peut répéter des conseils. Oui. Voilà. On peut faire un contrat dès le début, se mettre d'accord. Voilà, chez papy et mamie, c'est quartier libre, tu fais ce que tu veux, mais une fois rentré à la maison, les règles sont les règles. Oui, mais s'il est souvent chez papy et mamie, ça Pour certains, ça va les limites. Voilà. Oui, mais justement, comment s'entendre avec papy et mamie pour leur... Comment arriver à communiquer avec papy et mamie en leur disant d'accord, un peu de télé mais pas beaucoup parce que sinon il y aura ça, des sucreries, je suis pas très d'accord mais bon, vous voulez faire plaisir, ok, mais comment trouver ces compromis pour que papy et mamie aussi acceptent un petit peu ces quelques conditions et qu'il n'y ait pas de friction, de dispute? Je pense que tout peut se passer. Ça peut passer comme une lettre à la poste, dans le dialogue, tout simplement. C'est vrai, il suffit simplement de dire, voilà, d'abord, les enfants, s'ils ne sont pas trop souvent chez papy et mamie, c'est juste le week-end, et parfois même pas tous les week-ends. D'ailleurs, quand ils vont en classe, qu'ils ont des examens et tout, ils ne vont pas chez papy, mamie. C'est vraiment, il faut dire que c'est pas... C'est pas tout le temps. Donc, à la limite, on peut se dire que un petit écart, une fois de temps en temps, ça fait pas de mal qu'il veille jusqu'à 2 heures du matin, c'est le week-end, et qu'après, derrière, il n'a pas de compo, et que demain, il rentre et il a école, il dort plus tôt. On peut quand même fermer l'œil sur ça. Et pareil pour les petites gâteries, les gâteaux, etc. Je pense que même quand les enfants sont chez leurs parents, ils ont droit à des petites gâteries. C'est pas interdiction. C'est juste de s'entendre avec les grands-parents sur certaines lignes rouges. Et dire, ok, je comprends, bon, tu veux le gâter, c'est normal, etc. Mais j'aimerais, c'est la façon de le dire, que... il serait bon qu'au lieu de dire non, je ne veux pas de le dire de façon agressive, c'est dire simplement, je comprends, tu veux gâter ton petit, tu veux lui faire plaisir et je comprends, je crois que quand je serai grand-mère, je ferai certainement pareil, hein. Je ferai pareil et c'est normal, mais s'il te plaît, vas-y mollo, voilà, parce qu'on a instauré des règles et tout, mais allez, tu lui donnes un petit gâteau, mais pas trop. Donc, il y a une façon simplement. Mais là, évidemment, ça dépend de la relation entre la belle-fille ou bien le fils aussi. Et je parle des grands-parents des deux côtés. Oui. Ça peut être le gendre aussi avec les grands-parents maternels et vice-versa. Donc, c'est pour ça qu'il est quand même important que cette relation soit une relation de dialogue, de communication, je dirais. L'idéal serait que ce soit une relation d'amour, évidemment, qu'ils s'aiment. Et on n'est pas obligé de vivre le grand amour pour communiquer, pour dialoguer. Hein. Donc, ça, c'est important. Juste un petit point par rapport à tout à l'heure, juste un petit point rapide. On est en train de dire que les grands-parents sont de plus en plus jeunes. Je dirais qu'en fait, non. Hein. L'espérance de vie, voilà, il y a l'espérance de vie, effectivement. Sinon, on fait de plus en plus les enfants tard. Voilà. Oui, parce que les enfants, on les fait relativement tard. On se marie tard parce qu'on fait des études plus prolongées. Mais on a l'impression qu'ils sont plus jeunes, les parents d'aujourd'hui. C'est la perception qu'on a des grands-parents. Maintenant, les grands-parents sont instruits, ils travaillent. Ils font du sport. On pouvait être grand-mère à 45 ou 50 ans.
Mais déjà, on paraissait un peu vieillotte et tout, alors que aujourd'hui, ils sont maintenant, plus même à actifs. 60 ans, Oui. on en paraît 40. Voilà. Donc, c'est surtout dans la perception. Ils sont plus actifs aujourd'hui. Voilà, ils sont plus actifs, ils sont, oui. Plus autonomes, plus cultivés, actifs, ils plus voilà, ils regardent la télé, Voilà. ils parlent des langues. Donc, c'est une autre culture, c'est ça qui les fait paraître plus jeunes. Et puis, il y a l'entente entre le couple qui est très, très important. Je pense que ça démarre de là. Si le couple déjà a du mal à s'entendre, donc que ça va se répercuter sur les grands-parents Ah aussi. oui. Et puis si par exemple il y a par exemple la femme qui dit ta mère elle fait ceci avec les petits enfants et lui il lui dit oui ton père ta mère, là il y a un souci. Si le couple se voit comme une équipe, voilà, nous sommes une équipe, nous sommes là, c'est nos parents. C'est pour le bien-être de nos enfants avec leurs grands-parents. Là, on est une équipe, on va gérer la chose ensemble. S'il y a conflit, on va le gérer ensemble. S'il y a voilà, un peu le grand-parent qui gâte trop les petits-enfants, on gère ça ensemble. Et ça va vraiment, vraiment faciliter la vie si le couple s'entend. Mais on part déjà dès le début avec une mauvaise image de la belle-mère, que ce soit d'un côté ça. ou de l'autre, des beaux-parents. On part directement avec une mauvaise image des beaux-parents en se disant oui, les beaux-parents, même quand on voit autour de nous, au moment du mariage et tout ça, c'est toujours des conseils, oui, ta belle-mère, attention, tu fais ci, tu fais pas ça. Alors qu'on devrait plutôt dire que c'est la mère de la personne que j'ai choisie pour partager ma vie. Donc c'est la mère ou le père de la personne avec qui j'ai décidé de construire tout le reste de ma vie. Donc je dois la considérer tout comme ma mère aussi parce que et ça joue un rôle important dans la communication. Si moi, ma belle-mère, je dis à mon époux, elle est comme ma mère, et comme je fais avec ma mère, je lui donne des conseils par rapport aux petits-enfants, comment se comporter avec eux. Mais c'est la même chose, c'est comme avec ma mère. Donc là, la perception va complètement changer. Par contre, si on est là dans une relation conflictuelle, même s'il y a conflit, parfois ce sont des relations interpersonnelles, ce n'est pas toujours évident qu'il y ait quand même un équilibre dans les relations. Mais moi, si je dis, voilà, ma belle-mère ou mon beau-père, c'est comme mes parents, nous formons une équipe, nous œuvrons pour le bien-être de nos enfants, pour que même nos parents soient équilibrés, pour que ça crée une espèce d'harmonie dans la famille, ça va vraiment apporter une valeur ajoutée dans la relation grands-parents et enfants. Oui, moi, docteur ? j'aimerais qu'on sorte quand même de ce cliché de belle-mère en relation conflictuelle avec sa belle-fille ou avec le gendre, mais c'est surtout belle-mère, belle-fille, c'est ça le cliché qu'on a. J'aimerais quand même qu'on sorte un peu de ce cliché. On a cette image, mais c'est pas toujours vrai. Je vois de plus en plus de familles, et j'en connais beaucoup, où les relations entre le couple et la belle famille, que ce soit du côté de la femme ou du mari, sont excellentes, vraiment excellentes. Et il y en a beaucoup, je veux dire, c'est pas un cas d'espèce. Quand même, parce que tout de suite, on se dit, mais il y a des conflits. Ben non, il n'y a pas tout le temps des conflits. Et très souvent, ça se passe très bien, et les relations sont très harmonieuses. Donc, sortons quand même de cette vue très pessimiste. Ça ne veut pas dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Il y a effectivement des familles où il y a des conflits et tout, mais c'est pas à généraliser. Ça, la première chose. Deuxième chose, quand bien même il y aurait des conflits, c'est à nous, adultes, qu'on soit parents ou grands-parents, de ne pas laisser ces conflits ou ces frictions retentir sur la relation avec les petits-enfants qui, eux, n'ont rien à voir avec ça. Qui eux aiment papa et maman, mais qui aussi aiment papy et mamie, et les deux papis et les deux mamies. Et quand on parle, le troisième point, et je m'arrête là, de la relation, qu'on peut ne pas être d'accord avec la manière des grands-parents, leur manière d'agir avec l'enfant et tout, on pense toujours au beau-père ou la belle-mère. Mais ça peut être mon propre père ou ma propre mère qui dépasse un peu certaines limites et qui gâte un peu trop mon enfant. Donc, quand on pense aux grands-parents, c'est pas seulement le grand-parent qui se retrouve de l'autre côté, mais celui qui se trouve aussi de mon côté. Pensez-y aussi. Oui, exactement.
grands-parents. Voilà. Et aussi, il y a aussi des grands-parents qui ne sont pas forcément, qui ont aussi leur emploi du temps, qui ont aussi qui ne veulent pas forcément tout sacrifier pour les petits-enfants. Et ils ont une vie à côté, ils ont des obligations, ils ont un travail peut-être, ils ont des activités qui leur font du bien et qui ne veulent peut-être pas être tombés dans le, je ne dirais pas le burn-out parental, mais le burn-out des grands-parents, est-ce que ça existe ? Quand ils sont trop sollicités à un certain moment où ils oublient un petit peu leur vie, parce qu'on pense que les grands-parents doivent tout oublier pour leurs petits-enfants. Oui, je pense que là aussi, il faut quand même se dire, comme vous l'avez si bien dit, que les grands-parents ont aussi leur vie. C'est pas comme avant, oui, je vais faire des enfants, et puis de toute façon, maman est là, ou la belle-maman est là, pour le garder, pour la déjà une sortie, je laisse à... Ben non, aujourd'hui, la grand-mère, elle va au bain, elle va chez la coiffeuse, elle va faire son sport pour certaines, elle va rencontrer ses copines, elle est dans des associations, elle a des activités, et même la grand-mère qui est à la maison, qui n'a pas toutes ces activités, elle a ses petites habitudes, elle a ses feuilletons, elle a ses petites lectures. Quand elle lit, elle veut faire sa sieste. Et des fois, elle va vous dire, je le dirais en arabe, c'est vrai, quoi. Donc, ça leur fait plaisir de recevoir leurs petits-enfants. Et souvent, pas les recevoir tous en même temps. Parce que ça fait trop trop de bruit, trop de chahutage, et ça dérange la tranquille. Donc, ils aimeraient bien les recevoir, mais un par un pour avoir des moments privilégiés et passer des moments privilégiés avec eux, mais faire de la maison de papy-mamie une maison de gardiennage pour les enfants, ça je pense que de plus en plus de grands-parents refusent, et croyez-moi, ils savent très bien le dire. Ok, va prendre une nourrice, un âge, j'ai pas que ça à faire. Donc, eux aussi, ils veulent passer, ils aiment bien recevoir leurs petits-enfants, mais pour passer un moment de plaisir, un moment de communication, un moment d'échange, mais pas pour les contraintes. En fait, ils aiment bien avoir les avantages d'être grands-parents, pas les désavantages, les désavantages d'être parents. D'être parents, ils ont déjà été parents, ils ont joué leur rôle. C'est le projet, c'est légitime. C'est le projet des enfants d'avoir des enfants à leur tour. Les grands-parents sont là pour les soutenir. C'est pas leur projet à eux. Donc ils sont là pour les soutenir. Ils peuvent rendre service de temps en temps, mais bon. Mais que ça ne devienne pas... Les grands-parents ont besoin de leur espace. C'est très, très important. Ils ont besoin d'un espace personnel. Maintenant, par exemple, il y a des grands-parents qui me disent « Moi, ça ne me gêne pas que les enfants viennent parce que quand j'ai mal à la tête, je suis dans ma chambre et je ferme, par exemple, la porte ou bien j'ai mon petit espace. Mes petits-enfants sont en bas et moi, je suis en haut. » Et en fait, c'est aux enfants de comprendre cela, de comprendre qu'il y a un juste milieu. Moi, même si je viens rendre visite à mes parents, il faudrait respecter l'espace leur propre espace. Il faudrait vraiment prendre en considération leurs engagements et leur santé aussi. Parce qu'il y a des grands-parents qui sont hypertendus, qui ont un peu des maladies liées à l'âge et par exemple qui ne supportent pas beaucoup de bruit. Donc, les parents, vous l'avez si bien dit, Mounia, ils ont besoin, ils sont là pour apporter un support, pour apporter une valeur ajoutée, un soutien, exactement, pour apporter un équilibre, une harmonie et surtout pas pour revivre le rôle des parents parce que ça fatigue. Surtout, par exemple, il y a beaucoup de personnes comme ça, des enfants qui laissent les enfants chez le grand-parent ou ils tawal chouïa, comme on dit. Donc ça devient du gardiennage et le grand-parent il est fatigué et il n'ose pas le dire à l'enfant, il veut rendre service, mais à un certain moment, voilà, exactement. Donc tout est une question d'équilibre. Et sur l'espace, j'aimerais quand même dire que c'est pas tout le monde qui peut se permettre le luxe d'avoir cet espace. Il y a des gens, effectivement, qui ont des grandes maisons, qui ont leur chambre, qui peuvent se retirer, mais il y a beaucoup de familles qui vivent dans un 9-3. Et quand on reçoit 3 ou 4 ou 5 petits-enfants, il y a la grand-mère, le grand-père, mais parfois il y a aussi la tata ou le tonton qui est là. Eh bien, l'espace, avoir son espace et pouvoir se retirer,
c'est quand même un luxe qui n'est Exactement. pas donné à tout le monde. C'est la hein. raison pour laquelle les enfants doivent vraiment comprendre cela Ah et que oui. vraiment Oui. les visites doivent être bien planifiées, bien organisées. C'est très important. Alors un dernier conseil, mesdames, parce qu'on arrive déjà à la fin de ce débat, ça passe très vite. Donc un dernier conseil, que ce soit pour les papis, mamies, les enfants ou les petits-enfants. Oh, moi je dirais aux papis, aux mamies, je dirais aux petits-enfants aussi. Vous avez, avoir encore son papy et sa mamie, C'est une c'est une chance. grande chance. C'est vraiment une chance. Profitez-en. Moi, je me souviens des grands-parents qui sont plus là, hélas. Non. Parce Oui. que je garde encore des souvenirs, des moments où je me étais avec mon grand-père et qui m'a raconté comme ça des contes. C'était un excellent conteur. Je préférais ça à la télé, mais de loin. Hein. Donc il y a des moments privilégiés. Ça reste et ça reste toute vie. la vie. Toute la vie. Donc je dirais aux petits-enfants, profitez de vos grands-parents tant qu'ils sont encore là. Et puis, et j'espère pour longtemps d'ailleurs, puis aux grands-parents, ben oui, profitez de vos petits-enfants, mais Parce qu'ils poussent très vite ne aussi. prenez pas, oui, qu'ils poussent très vite, on vous diront, je ne l'ai même pas vu grandir, mais ne prenez pas la place des parents, Voilà, quand même, dans le respect des règles choisies par les parents. exactement. Oui. Donc, un mot pour les parents, parce que je pense qu'ils jouent un rôle central entre les petits-enfants et les grands-parents. Faites en sorte que vos enfants passent un temps de qualité avec leurs grands-parents. C'est très, Exact. très important. Faites en sorte d'encadrer la relation sans pour autant gêner ou bien blesser les parents. C'est la qualité et l'encadrement. Merci, Ebtissam Boussri, vous êtes sociologue. Merci d'avoir participé Merci, à ce débat, c'était un plaisir. Merci à vous. Si je peux me permettre, je souhaiterais remercier professeur Rachid Mimouni et professeur Sabah Ayachi avec qui on a vraiment, vraiment travaillé sur ce sujet. Donc, je voudrais des professeurs en sociologie. Voilà. Professeur Rachid Mimouni, qui est un habitué aussi de l'émission Ma famille, ma vie, qu'on salue aussi. Voilà. Et merci, docteur Leïla Hassas, vous êtes psychologue. Merci aussi pour votre participation. Merci c'était un à plaisir. vous. Merci à vous. Alors, et tout de suite, on passe à la partie rubrique, juste après ceci.
Bon, on va être galante. Allez, on va faire. J'allais commencer par le nouveau, on va le laisser en dernier, enfin on va le présenter dans un petit moment. Alors Wahida Salim Chif nous a rejoint pour sa rubrique Wisher. Bonjour Wahida. Bonjour Mounia. Bienvenue, ça va? Merci, bienvenue ça fait plaisir Mohamed. Voilà, exactement. Mohamed, bienvenue dans la famille. Voilà, marhaba bik. Alors nous avons un nouveau membre dans la famille de Ma Famille Ma Vie. Mohamed Mellek fait partie de la famille aujourd'hui. Bonjour et marhaba bik. Bonjour Mounia, donc je fais mon baptême de feu, on va dire ça. Exactement. Comme ça, donc, et merci donc pour votre accueil et puis j'espère donc de la réussite à l'émission et puis. Inch'Allah. Bah, aujourd'hui commence ta première rubrique et pour la première tu vas nous parler de la vitamine D. Oui, exactement. Donc on a essayé un peu de matcher un peu avec le thème des grands-parents et donc de la personne âgée de manière générale. Donc qui a vraiment besoin de vitamine D et on va le comprendre dans un petit moment. Mais tout d'abord, j'aimerais bien savoir ce que c'est que la vitamine D exactement. Alors, la vitamine D, donc, c'est une vitamine en même temps qui peut jouer un rôle d'hormone. C'est une vitamine qui est liposoluble, donc elle est dissoute dans tout ce qui est tout type de corps gras, qui est essentiel donc à la santé humaine. Elle est importante notamment donc, pour l'absorption du phosphore et du calcium et donc elle participe ainsi à la santé osseuse et dentaire de manière générale. Alors on sait que la vitamine D, on l'a avec le soleil, mais elle a d'autres origines aussi? Oui, donc la principale source donc, de la vitamine D, donc, elle est obtenue par synthèse sous-cutanée, donc au niveau des couches profondes de notre épiderme, parce que justement l'impact du rayonnement solaire, donc notamment l'ultraviolet type B. On a également ce qu'on appelle la vitamine D exogène, donc qui est apportée justement par l'alimentation. Lorsque la vitamine D est d'origine animale, on va parler de cholécalciféreuse, qu'on appelle la vitamine D3. Et on a également des sources végétales, donc de vitamine D, on parle d'ergostérol. D'accord. Qui couvre justement jusqu'à 20 à 30% de notre besoin en vitamine D. Et c'est pas les mêmes vitamines, celles qu'on reçoit par le soleil, enfin qu'on transforme nous-mêmes avec les rayons du soleil ou celles qu'on ingère, l'exogène et l'endogène, c'est pas les mêmes. Ça n'a pas les mêmes bienfaits et les mêmes qualités. Non, bien sûr, la plus importante reste celle qui est synthétisée par le soleil de manière endogène, c'est-à-dire par notre propre épiderme. Et puis les deux aboutissent finalement à la forme active de la vitamine D, celle qui est importante justement pour la fixation du calcium et du phosphore au niveau osseux et dentaire. D'accord, donc et les risques de carence en vitamine D, est-ce qu'on a plus de risques de carence quand on est âgé en vitamine D ou quand on est jeune? Ça varie tout d'abord selon le sexe, donc les femmes et les hommes ont besoin, et selon l'âge bien sûr. Les carences sont disons beaucoup plus notables au niveau des personnes âgées. Qui sont beaucoup plus sensibles avec le vieillissement osseux et l'âge justement. Donc parmi les risques justement liés à une carence en vitamine D, on va d'abord citer les problèmes osseux, notamment une carence peut être à l'origine de ce qu'on appelle l'ostéoporose chez la personne adulte, c'est une perte, c'est ce qu'on appelle l'os devient fragile et donc beaucoup plus... Devient poreux, devient comme une éponge, on va dire. Voilà. À la fois donc d'une perte de la densité osseuse d'une part et d'une détérioration de la structure de l'os et l'os donc devient beaucoup plus susceptible à se fragiliser donc à se fracturer. Donc c'est pour ça qu'il est bon aussi d'avoir un maximum de réserve, on va dire, de vitamine D, de s'exposer au soleil, de la prendre. On ne savait pas déjà premièrement que ça existait personnellement. Moi je ne dis pas que tout le monde ne le savait pas, mais que ça existait aussi dans des nutriments autres que le soleil, exactement. Alors, Wahida, s'il te plaît, voilà, un micro. Oui, pour ta première, il y a déjà un petit souci de son, donc... je disais, parmi les soucis liés à une carence en vitamine D, on a cité tout d'abord le problème le plus important qui est le problème osseux. On a également des problèmes cardiovasculaires, puisqu'une carence en vitamine D est associé à un risque accru de survenue de maladies cardiovasculaires telles que les AVC, les accidents vasculo-cérébraux et l'hypertension artérielle, puisque la vitamine D justement joue un rôle important dans la régulation de la pression artérielle. On a également au niveau du système immunitaire, elle joue un rôle important justement pour renforcer le système immunitaire quand on connaît qu'une personne âgée elle est beaucoup plus susceptible à attraper des infections et des maladies graves. Et on a également un rôle au niveau de la structure musculaire, puisqu'elle joue également un rôle important dans le bon fonctionnement du muscle de manière générale.
Donc elle est primordiale, que ce soit pour les petits, mais pour les grands aussi. Pour les grands. Et pourquoi la vitamine D est aussi importante pour les personnes âgées? Tout d'abord, déjà, on va parler, donc on va citer là, pour la santé osseuse, puisqu'elle est justement cruciale pour l'absorption du calcium, qui est essentiel justement pour les os. Et inutile donc de rappeler l'importance donc d'une bonne santé osseuse pour nos grands-parents, justement pour éviter les risques de fractures et d'ostéoporose. On a également donc pour prévenir le rachitisme, c'est beaucoup plus fréquent au niveau des enfants. Donc elle se caractérise justement par une déformation de l'os qui va donc devenir beaucoup plus susceptible à se fracturer. On a également pour le système immunitaire, donc un système immunitaire fort et important, donc c'est une barrière justement pour nos grands-parents pour que, disons qu'ils se maintiennent en bonne santé et puis surtout éviter en période de grippe comme en ce moment, donc l'immunité est importante pour ne pas tomber malade. Surtout qu'on sait que la grippe emporte plus les personnes âgées que les personnes plus jeunes, donc l'immunité est importante. Justement, et bien sûr pour le bien-être mental, puisque la vitamine D elle a des propriétés, ce qu'on appelle neuroprotectrices, donc elle va aider donc la personne âgée à lutter contre le vieillissement cérébral, notamment ce qu'on appelle le déclin cognitif et donc le risque de la survenue de la maladie d'Alzheimer. Donc ça va protéger l'aspect cérébral d'une personne âgée. Donc voilà, de manière générale, les bienfaits de la vitamine D. Alors, si on veut lutter contre, justement, quelles sont les recommandations pour lutter contre les carences? Comment on fait le plein de vitamine D, surtout en ce moment, il n'y a pas de soleil, donc qu'est-ce qu'on fait? Donc, principalement, on va parler de bon, actuellement, on est en hiver, donc c'est pas évident de s'exposer au soleil avec le froid, mais la meilleure, justement, le meilleur plutôt moyen d'éviter des carences en vitamine D, c'est l'exposition au soleil. Donc, bien sûr, notamment au printemps et en été, on va bien sûr éviter les canicules et pour éviter tout type de brûlure de peau. On va pas réparer une chose pour causer 10h à 16h, c'est clair qu'on s'expose pas. Pour ne pas se brûler la peau, tout simplement. Donc, varier l'alimentation donc avec les aliments qui sont riches en vitamine D, notamment tout ce qui est poisson gras, le thon, le maquereau, la sardine, le saumon, les œufs, les produits laitiers et les champignons. Donc, surtout les champignons qui ont été bien exposés au soleil. Il y a différentes races de champignons. Et bien sûr, si disons que l'exposition et l'apport alimentaire ne suffisent pas justement à combler ce manque, ce déficit en vitamine D, il y a aussi ce qu'on appelle la supplémentation en vitamine D. Bien sûr, ça reste sous le contrôle d'un médecin ou d'un professionnel de la santé, parce que lorsque la vitamine D est en excès, elle peut être toxique aussi. C'est pour ça qu'on parle plutôt d'hormones que de vitamines. Trop de vitamine D tue la vitamine D, tout simplement. D'accord, donc oui, parce qu'on a tous tendance à se dire, bon, l'hiver arrive, je vais prendre une dose de vitamine D sans aller forcément consulter. Justement. Et à ce moment-là, on risque de faire... C'est la seule vitamine où il faut vraiment faire attention à la supplémentation. Il ne faut pas dépasser. Donc la valeur optimale varie entre 400 à 800 UI, ce qu'on appelle l'unité internationale. Donc au-dessous, donc on est en carence, et au-delà, il y a un risque de toxicité accrue. D'accord, voilà. Très bien. Voilà. Voilà pour ma première chronique. Merci Mohamed, c'était très intéressant. On a appris pas mal de choses. Donc la vitamine D existe dans le poisson, dans tout ce qui est poisson gras, dans l'alimentation, donc on peut en prendre aussi. S'exposer au soleil, mais modérément. Modérément. Et puis si ça ne suffit pas, bien sûr, on fait des analyses. On va justement doser notre vitamine D et il y a la supplémentation qui est présente au niveau donc, des pharmacies, des officines. Merci Mohamed. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine aussi pour encore nous parler de nutrition. Et bienvenue à toi encore une fois dans l'émission de Ma Famille. Merci beaucoup à vous. Et puis hommage à nos grands-parents. Voilà, exactement. Voilà, et merci. Et tout de suite, nous passons à la rubrique de Wahida Salim Chérif Wichel. Alors Wahida, avec toi aujourd'hui, bien sûr, on parle toujours de la Palestine. Et qu'est-ce que tu as choisi aujourd'hui? Palestine, toujours présente avec nous dans nos cœurs, nos esprits. Donc l'année, je ne pourrais pas dire qu'elle a bien commencé, mais quand je dis elle a bien commencé, côté solidarité, on voit de plus en plus d'élan de solidarité. Chacun essaie de faire à sa manière.
et même les créateurs, designers, les stylistes se sont mis à le faire. Je vous parle aujourd'hui d'un Égyptien, d'un créateur de mode qui s'appelle Mohamed Nour, qui a attiré l'attention cette semaine. D'ailleurs, vous allez voir les photos, vous avez dû certainement les croiser sur les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce qu'il a créé? Il a créé une collection de vêtements pour femmes. Il s'agit de robes qui sont magnifiques. C'est des robes que toutes les femmes peuvent porter, les femmes voilées ou non voilées. C'est des robes que vous pouvez voir, voilà, que vous voyez en image, de couleur noire et blanc. Donc, il est resté vraiment... Pour nous, un peu le noir et le blanc, ça représente la tristesse. Donc, il n'a pas été dans des couleurs flashy pour représenter la situation actuelle. Et le blanc peut être la paix, qu'on souhaite aussi à la Palestine. Exactement, exactement. Mais surtout, vous allez remarquer sur les photos qu'il a utilisé le kéfier. Donc, le kéfier palestinien qui est noir, blanc dans ses designs. Donc, la collection, elle s'appelle collection On le voit en image, libre. Voilà, vous allez voir qu'il y a beaucoup de kéfiers. Donc, il fusionne l'héritage palestinien et la modernité mondiale pour dire que la Palestine est un héritage qui est très riche, qui a toujours existé et qui existera à travers le temps et jusqu'à la fin du monde, si on peut dire ça comme ça. Donc, parmi ces créations, on trouve aussi vous avez vu des tenues qui sont un peu raffinées. C'est des tenues qu'on peut porter dans de grands événements, lorsqu'on va dans des soirées ou tout simplement lorsqu'on est invité. Il y a aussi des vêtements pour tous les jours, des petites robes que les femmes peuvent porter en allant au bureau. Donc, il y a même des... Je suis en coup de cœur. Là, par exemple, c'est une robe pour les personnes voilées. Elle est bien. Elle est vraiment longue avec le voile et toujours le kéfier qui est vraiment présent. Donc, il souligne, le créateur, que cette nouvelle collection est une manifestation puissante de solidarité envers la cause palestinienne, un rappel poignant de ce qui se passe malheureusement en Palestine depuis le 7 octobre 2023. Donc, ça nous attriste. Il voulait vraiment dire que on les soutient. Vous avez vu, c'est très beau. Il faut savoir que c'est un défilé. Ce qui est nouveau, c'est un défilé avec l'intelligence artificielle. Ah, d'accord. Oui. Donc, ce n'est pas un réel défilé. Tout est... En fait, les créations elles sont réelles, mais les mannequins, elles ne sont pas réelles. Donc, en fait, je vais dire le mood, la décoration, elle n'est pas réelle. Parce que malheureusement, avec les événements qui se passent, il n'a pas le cœur pour organiser un événement. Généralement, ce genre d'événement, c'est festif, c'est beaucoup de personnes qui sont heureux de découvrir une nouvelle collection. Donc, ça veut dire que les vêtements et les mannequins sont réels et que le décor qui a été fait, il les a fait défiler. Les mannequins ne sont pas réels, c'est juste les vêtements. D'accord. Juste la création. Magnifique. Voilà. Oui, et il les a fait habiller avec l'intelligence artificielle pour partager ça sur toutes les plateformes et sur les réseaux sociaux. Et ce serait bien peut-être un jour de faire une émission concernant l'intelligence artificielle parce qu'elle s'installe de plus en plus dans le monde et chez nous aussi et on y a recours. Donc ce serait bien d'en parler un petit peu plus. Merci Wahida pour cette rubrique très intéressante en tout cas et pas mal les tenues très jolies. Merci Mohamed Mellak aussi pour ta rubrique d'aujourd'hui, très intéressante aussi. Et puis on se donne rendez-vous demain toujours à 10h30 en direct sur Canal Algérie pour une autre émission, Ma famille, ma vie. Sinon, passez une bonne journée avec le reste des programmes de Canal Algérie. Au revoir.